C'est bon? Ok. Voilà, je voudrais brièvement dire quelques mots d'accueil à Vinciane-Després, et ceci au nom de la faculté de philosophie et sciences sociales, dont je suis, comme ça, voilà, dont je suis l'actuel doyen. Alors, je tiens donc à adresser ce mot d'accueil à notre collègue Vinciane-Després, lui dire combien nous sommes heureux et combien nous sommes honorés qu'elle nous donne un cycle de leçons dont vous avez déjà découvert l'intitulé « Enquêter avec ceux qu'on n'entend pas ». Je tâcherai de dire un mot très bref de ce titre dans un instant. Lui dire que nous y sommes d'autant plus sensibles que ces conférences auront, je le pense, comme les travaux de Vinciane-Després et ses enseignements, un caractère qui transgresse dans le fond les limites disciplinaires, qui touche à plusieurs des disciplines des sciences sociales et d'autres disciplines encore, et qui ainsi touche à plusieurs des disciplines de notre faculté, philosophie et sciences sociales, en particulier la philosophie, mais pas exclusivement. J'en dis un mot parce que j'en suis issu et qu'on ne trahit pas ses origines. À n'en pas douter, le mot « entendre » dans le titre annoncé, « enquêter avec ceux qu'on n'entend pas », ce mot « entendre » doit lui-même s'entendre en plusieurs sens, au moins deux. Enquêter avec ceux qui paraissent muets ou silencieux, d'une part. D'autre part, enquêter avec ceux qui paraissent se situer au-delà du compréhensible. Je fais donc l'hypothèse, mais Vinciane tout à l'heure ou bien à la fin de ce cycle me dira s'il faut infirmer ou confirmer cette hypothèse. Je fais l'hypothèse qu'au cœur de ces leçons, nous trouverons un croisement entre la dimension de la collaboration avec ceux ou une partie de ceux que la tradition a assignés au mutisme, et d'autre part la dimension de l'élargissement, peut-être du bouleversement du concept même de compréhension. Et ceci spécialement quant aux sources de sens qui peuvent venir alimenter ce que nous pouvons entendre par compréhension. Je fais l'hypothèse que ce croisement entre ces dimensions au moins marquera les leçons que nous nous apprêtons à entendre. Je m'en réjouis et donc au nom de notre faculté, encore une fois, j'adresse nos remerciements à Vinciane-Després, j'adresse nos remerciements à tous ceux qui nous font l'amitié de venir entendre au moins cette leçon inaugurale et j'adresse aussi un mot, bien entendu, plus particulièrement à nos étudiants qui nous sont très chers et qui auront la chance, eux, de suivre l'ensemble des conférences de Vinciane-Després. Ayant dit ces quelques brefs mots d'introduction, je cède le micro. Le mien est un micro-baladeur, lui aura un micro-cravate à notre collègue Didier Debèze qui va pouvoir entrer plus sur le fond de l'œuvre d'enseignement et de recherche de Vinciane-Després. Voilà, je t'en prie. Bonjour, Madame la vice-rectrice, Monsieur le doyen, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs. Je suis très honoré d'avoir été désigné pour introduire la chaire Franqui, et plus particulièrement celle qui l'occupe cette année, à savoir Vinciane-Després. Je vous rappelle que la chaire Franqui met à l'honneur chaque année une personnalité dont l'œuvre a profondément marqué un champ de savoir, a fait événement, a introduit une véritable différence dans nos pratiques de savoir. Elle implique aussi que les effets de ces changements sur les manières de construire un savoir et de s'adresser aux choses excèdent l'inscription dans une discipline particulière, comme le vient de le rappeler Antonino Mazzu, dans laquelle elle peut éventuellement trouver sa source, mais qu'elle fasse, d'une manière ou d'une autre, événement
pour l'ensemble des disciplines de notre faculté. Le travail de Vinciane Després répond incontestablement à cette double exigence. Je voudrais, pour introduire Vinciane Després, vous lire les premières phrases de La pensée et le mouvant d'Henri Bergson, qui me semble indiquer rétrospectivement l'exigence qui parcourt son œuvre. Voici ce passage et les premières phrases de La pensée et le mouvant. Ce qui a le plus manqué à la philosophie, c'est la précision. Les systèmes philosophiques ne sont pas taillés à la mesure de la réalité où nous vivons. Ils sont trop larges pour elle. Examinez tel d'entre eux, convenablement choisis. Vous verrez qu'ils s'appliqueraient aussi bien à un monde où il n'y aurait pas de plantes, ni d'animaux, rien que des hommes, où les hommes se passeraient de boire et de manger, où ils ne dormiraient, ne rêveraient, ni ne divagueraient, où ils naîtraient décrépits pour finir nourrissons, où l'énergie remonterait la pente de la dégradation, où tout irait à rebours et se tiendrait à l'envers. C'est qu'un vrai système est un ensemble de conceptions si abstraites et par conséquent si vastes qu'on y ferait tenir tout le possible, et même de l'impossible, à côté du réel. L'explication que nous devons juger satisfaisante est au contraire celle qui adhère à son objet. Bergson, dans cette charge polémique, qui s'adressait moins à une discipline en particulier, la philosophie, qu'à l'usage immodéré que nous faisons dans nos pratiques de savoir de notions trop larges et trop abstraites, appelait de ses vœux une nouvelle génération de penseurs qui se donnerait comme exigence cette précision. Cette exigence, il la désignait par une adhésion maximale aux objets auxquels nous avons affaire, dans leur irréductibilité, que nous puissions apprendre à en suivre les contours, à en accompagner les devenirs et les trajectoires, et que nous puissions apprendre à nous installer dans la perspective de leur existence. Adhérer était pris dans son sens le plus littéral, être attaché à, s'arrêter, hésiter. Cette exigence, nous la trouvons incontestablement chez Vinciane Després. Chaque livre se présente comme une enquête serrée sur des êtres particuliers, sur ce que Étienne Souriau appelait des existences moindres, ces existences fragiles que des catégories trop générales font taire et réduisent à deux fois rien. Prenons quelques exemples de cette manière de suivre ces êtres que pratique Després. Dans sa thèse de doctorat, qui fut publiée sous le titre « Ces émotions qui nous fabriquent », elle explorait non pas l'émotion en général, catégorie trop imprécise et qui finit souvent par se réduire à une quête d'intériorité psychologique. Mais elle s'intéressait aux émotions au pluriel, en les traitant comme des êtres à part entière, qui agissent, nous font agir, nous possèdent, circulent, se racontent et créent de véritables récits. Ainsi, écrivait-elle, ces émotions n'existent qu'à se construire et à nous fabriquer. Il fallait inventer et recueillir, prêter attention à ces récits qui intensifient et donnent toute leur importance à ces émotions qui nous fabriquent. Dans Au bonheur des morts, elle enquêtait non pas sur la mort, catégorie à nouveau, trop imprécise, trop générale, qui rend peu saisissable la pluralité des modes d'existence des morts. Encore moins à la croyance, qui réduit toute présence d'invisible à des formes psychologiques et qui enferme les êtres dans un espace purement symbolique. Mais elle explorait de véritables écologies complexes, formées par les liens que des vivants entretiennent avec leurs morts.
Enfin, dans « Habiter en oiseau », il n'était jamais question de notions telles que l'animal ou l'animalité avec un grand A. Catégories si imprécises qu'elles amoindrissent encore un peu plus les puissances des êtres qu'elles sont censées nommer. Il fallait au contraire suivre l'histoire d'un animal, en particulier un merle, ses puissances territoriales, ses compositions avec d'autres, ses manières d'habiter la terre, bref, son chant. Il s'est d'abord agi, écrit-elle, d'un merle. Ce merle chantait, dirait le philosophe Étienne Souriau, avec l'enthousiasme de son corps, comme peuvent le faire les animaux totalement pris par le jeu et par les simulations du faire semblant. Cette exigence d'être au plus proche des êtres qu'elle interroge, Després la porte à un tel point qu'elle ne cesse d'inventer des modes narratifs, des manières de raconter les histoires de ces êtres et des récits enchevêtrés de celles et ceux, humains et non humains, qui y sont liés. C'est tout un art des récits, des narrations, des fabulations, qui se déploie dans chaque livre, comme si ces êtres demandaient des formes d'expression qui leur soient le plus adéquates. Il se passe, écrit-elle, ici quelque chose d'important qui nous indique que les pratiques n'ont pas toutes cédé aux conventions en vigueur dans les sciences. Les conventions qui exigent la distance et l'indifférence à l'égard de ceux qu'on l'observe, ou qui interdisent certaines interférences, interdits très partiales et très relatifs. Il n'y a pas de manière générale de raconter des histoires, comme il n'y a pas de méthode ou de connaissances en général. Mais il s'agit à chaque fois de dégager ce qui importe dans telle ou telle situation. Comment se composent des relations de codépendance entre les êtres. Cette hétérogénéité des trames narratives qui composent les différents ouvrages ne relève nullement d'un simple exercice de style. C'est l'exercice d'un apprentissage, d'une manière de faire attention, de prendre en charge ce que ces êtres demandent et ce qu'ils font importer. Rendant hommage à Isabelle Stengers, ici présente, Vinciane Després écrit « C'est non seulement une affaire de style qui est en jeu dans les analogies et les comparaisons, une affaire de style politique ou épistémologique, c'était également une affaire de goût. » Isabelle Stengers propose de redonner au sapere aude, qu'ancien ose connaître, son sens original, celui d'un poète, le poète romain Horace, ose goûter. Apprendre à reconnaître, écrit-elle, c'est apprendre à discriminer, apprendre à reconnaître ce qui importe, apprendre comment des différences comptent, et l'apprendre dans les risques et les effets de la rencontre, c'est-à-dire en se connectant avec la multiplicité inhérente de ce qui importe dans ces êtres-ci qu'on voudrait connaître et qu'ils font importer. C'est un art des conséquences. On pourrait évidemment se demander si une telle exigence visant à s'installer au plus près des êtres auxquels nous avons affaire, à sentir les puissances qui les animent, les récits qu'ils composent avec d'autres, ne risque pas d'amplifier encore un peu plus le sentiment d'une dissémination de nos modes de connaissance et du monde auquel nous avons affaire. Quelle pourrait être la nécessité et la finalité d'une telle dissémination des êtres et des relations que nous entretenons avec eux? Pourquoi ne pas, au contraire, chercher à les canaliser et à les ordonner selon des principes généraux, des modes de connaissance qui nous permettraient de mieux en saisir l'unité sous-jacente? Comme l'écrit Després, il y a des explications qui multiplient les mondes et honorent l'émergence d'une infinité de manières d'être, d'autres qui les disciplinent et leur rappellent quelques principes élémentaires. C'est qu'il y a une vraie nécessité
à la démultiplication des mondes. Cette nécessité est telle que Després en fait la fonction même de la philosophie telle qu'elle entend l'exercer. Il s'agit de multiplier les mondes, dit-elle, pas de les réduire aux nôtres. Et de ne pas insulter les pratiques qui participent de cette multiplication, parce que justement, elles comptent dans cette multiplication, ne fût-ce que parce qu'elles obligent à ralentir ces passages et à les compliquer. Démultiplier les mondes, ne pas les réduire, être attentif aux pratiques qui y sont attachées, sont autant d'exigences qui traversent les différents livres de Després. Elles sont indissociables d'un constat ou d'un diagnostic sur notre époque. Dévastation des milieux, réduction des êtres, appauvrissement des modes collectifs d'expérience. Ainsi, rendant cette fois-ci hommage à Donna Haraway, elle écrit, et je terminerai cette présentation par cette longue citation, « C'est sans doute cela également que pourrait signifier le fait d'inscrire notre époque, comme le propose Donna Haraway, sous le signe du phonocène. C'est ne pas oublier que si la terre gronde et grince, elle chante également. C'est ne pas oublier non plus que ces chants sont en train de disparaître, mais qu'ils disparaîtront d'autant plus si on n'y prête pas attention, et que disparaîtront avec eux de multiples manières d'habiter la terre, des inventions de vie, des compositions, des partitions mélodiques, des appropriations délicates, des manières d'être et des importances. Tout ce qui fait des territoires et tout ce que font des territoires animés, rythmés, vécus, animés, habités, vivre notre époque en la nommant phonocène, c'est apprendre à prêter attention au silence qu'un chant de merle peut faire exister. C'est vivre dans des territoires chantés, mais c'est également ne pas oublier que le silence pourrait s'imposer. Alors, avant de céder la parole à Vinciane, et en la remerciant à nouveau chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, je voudrais remercier aussi le conseil de la chaire Franqui ainsi que l'ensemble des personnes qui rendent possible discrètement son organisation au niveau de la faculté. Tout particulièrement Marie-Aline Laurent, Aline Duvivier et Louise Reitjens. Voilà, je cède la parole à présent à Vinciane Després. Pas du tout. Voilà, maintenant oui. Je voudrais évidemment remercier tous ceux qui ont rendu ceci possible, et particulièrement donc, la faculté de philosophie et sciences sociales, l'ULB et Didier Debèze, et bien sûr, ces personnes qu'on a moins entendues. Donc, la faculté de philosophie et sciences sociales, est-ce que c'est bon comme ça? J'ai l'impression qu'il y a un écho. Donc, c'est pour moi seulement. Bon, ben, c'est vrai. Je ne m'écouterai pas trop. La faculté de philosophie et des sciences sociales, outre l'honneur qui m'est donné de me voir confier cette chaire, m'en a fait un autre, celui de reprendre une phrase que j'avais écrite ou dite il y a quelques années. La joie est une condition pour aller vers le savoir, pour en faire une phrase d'accueil à l'attention des étudiants et que vous avez donc sur les tote bags qui ont été distribués. En fait, ça fait 3 mois que je pense à cette première leçon, avec pas mal d'anxiété. Donc, cette leçon que je vais partager avec vous. Et je n'ai pas pu m'empêcher tout au long de ces 3 mois de tenter, ou en tout cas de penser, comment est-ce que je pourrais lier la question des bonnes questions et la question de l'enquête, donc, à celle de la joie. Et je me suis demandé, en fait, peut-être qu'une question à laquelle je devrais essayer de répondre, c'est où est-ce que j'ai appris cette histoire de la joie est une condition pour aller vers le savoir?
D'où m'est venue cette idée de nouer savoir et joie? Où ai-je et comment aurais-je pu apprendre que la joie est une condition pour le savoir? On pourrait me dire, sans doute parce que je suis joyeuse. J'aurais appris de mon expérience. Eh bien non, je ne le crois pas. Et je ne peux pas le croire parce que cette possibilité de la joie comme alliée des recherches, des enquêtes et des découvertes, je ne peux pas imaginer, sauf de très rares cas, qu'on peut l'apprendre comme ça. Parce qu'il manquera quelque chose d'important, quelque chose dont je suis certaine qu'il faut nous l'apprendre et qu'il m'a fallu apprendre, c'est la confiance dans la joie. Et cette confiance dans la joie, j'en suis intimement convaincue, on ne peut pas ici encore, sauf rares cas, heureux sont ceux-là, l'apprendre tout seul et surtout, j'en suis encore plus convaincue, qu'on doit d'abord désapprendre quelque chose ou beaucoup de choses qui empêchent cette confiance dans la joie, la confiance du fait qu'il y a joie et que parce qu'il y a joie, ici maintenant, cette joie est un signe qu'il se passe quelque chose, que quelque chose d'important fait signe. Voire quelque chose qui a réclamé d'être reconnu dans son importance et qu'on était capable de l'entendre et de le reconnaître. Mais dire ça, c'est encore dire trop peu. Cette joie n'est pas que signe, elle est guide, affect qui accompagne, elle n'est pas de l'ordre de l'eureka, de celle qui fait danser dans les laboratoires, si je dois m'exprimer comme Isabelle, mais vous allez entendre que je vais m'exprimer comme Isabelle. Elle est disposition activement convoquée, et voilà pourquoi la confiance importe. Cette question donc trotte dans ma tête depuis 3 mois, en fait depuis fin janvier. Et devient la question, je voulais préparer cette leçon en demandant mais où ai-je appris la confiance dans la joie? Comment est-ce que ça m'est venu? Et cette question, je vais le dire, elle m'accompagne, comme toutes les questions qui se mettent à vous tracasser, qui vous empêchent de dormir, et elle marche avec moi. Elle me tient compagnie. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, alors que chaque mardi de février et chaque mardi du mois de mars, alors que je gravissais les escaliers du bâtiment B du Square U, chaque mardi où j'allais donner mon cours d'éthologie à 14h, salle 132 du 4e étage du bâtiment B du Square U, autrement connu comme bâtiment de zoologie, j'ai ralenti mes pas parce que ma question marchait avec moi et traînait en route. Car à chaque contre-marche de l'escalier qui va du 2e au 4e étage de ce bâtiment B, il y avait un fragment de texte. Un fragment de texte issu du livre de Isabelle Stengers et Prigogine. Et ces fragments racontaient une histoire, d'une contre-marche à l'autre. Et chaque mardi, ma question traînait des pieds et me faisait relire, comme s'il s'agissait d'une réponse possible, chacune des contre-marches qui me menaient du 2e étage, qui est en fait le rez-de-chaussée, au 4e étage. Et chaque fois que je traînais donc les pieds sur les marches, dont les contre-marches me racontaient une histoire, je reconnaissais une petite musique qui m'était familière. Pas tellement les idées ou les mots, oui bien sûr ils m'étaient familiers, c'est avec des mots semblables que la rencontre de l'invention des sciences modernes d'Isabelle Stengers avait fait pour moi événement, et ces fragments de texte des contre-marches parlaient eux-mêmes d'événements sur le mode de la célébration lorsque les scientifiques se voient répondre par ceux qu'ils ont interrogés, parce qu'ils ont su s'adresser. Alors ces textes ont changé. Et par exemple, je vous donne les dernières moutures que Didier Debèze a eu la gentillesse d'aller photographier pour moi et m'envoyer pour que je puisse construire cette question. Voici ce que dit la première contre-marche. Les hommes de science ont de 100 façons raconté cet enchantement. Contre-marche suivante, d'avoir rencontré la bonne question, entre guillemets, leur vaut la bonne fortune d'avoir rassemblé les pièces éparses. Je vous laisserai aller découvrir les autres contre-marches. Demain, vous venez au Square U, bâtiment D, le bâtiment B est à côté. Mais ce n'était pas tellement les mots.
Ce n'est pas tellement les mots, dont je ne vous donne que les premiers, c'était une certaine tonalité, un certain rythme. Cette tonalité familière était la musique d'un affect, quelque chose de l'ordre de la célébration. Voilà, eh bien je crois que c'était ça, la confiance dans la joie. Cette confiance qui était la musique de l'invention des sciences modernes, je la retrouverai qui s'explicite dans Cosmopolitique lorsqu'Isabelle évoque le travail du paléontologue Stephen Jay Gould. Gould écrivait, et je le relaye, « La théorie biologique dont nous avons besoin devrait substituer au charme douteux de telles histoires la joie profonde que susciterait la compréhension de l'évolution comme intégration. » Les histoires au charme douteux, en fait, c'est assez simple. Ce sont celles des théories adaptationnistes, les just so stories, notamment des sociobiologistes, des histoires qui renvoient de manière très monotone toute invention de l'existence a une même cause, celle qui stipule que si c'est là, c'est que c'est bien adapté et donc utile. Quel que soit le trait de n'importe quel vivant donné, sa raison d'être est la sélection, seule instance qui donne sens à ce qui est. Or, dira Gould, personne ne sait comment la sélection joue, ni ce qui lui est dû, a priori. Pardon, personne ne sait a priori comment la sélection joue, ni ce qui lui est dû. Ce que Gould appelle compréhension de l'évolution comme intégration, c'est lorsque, dit-il, le monde extérieur passe à travers une frontière en une vitalité organique à l'intérieur. Et donc il ne s'agit plus du tout de la puissance d'une seule cause à causer qui produirait un trait, un phénomène, une manifestation de la vie, une forme de vie ou une forme de la vie, mais d'une multiplicité hétérogène qui s'inscrit dans des histoires enchevêtrées, qui convergent, se nouent, suscitent et rendent possible. Et ce que Gould écrit encore, et ça Isabelle le soulignera, c'est que ce qu'il décrit pour les processus de la vie, tels que cette compréhension profonde, telle que cette compréhension est source de joie profonde, en fait caractérise également sa propre manière de penser. Cette pensée, d'une certaine manière, où des éléments de l'extérieur, hétérogènes, viennent et se cristalliser d'une certaine manière en une compréhension qui fait dire à un moment donné à Gould « je sais ». Et il compare cette manière de comprendre, en fait, il fait un contraste entre les détectives qui procèdent comme Sherlock Holmes, et donc qui vont essayer déduction après déduction, finalement, de trouver le criminel, et ceux, au contraire, qui se laissent imprégner par quantité d'éléments qui n'ont pas nécessairement à voir avec la situation, mais qui, à un moment donné, vont produire une signification de cette situation. Lorsqu'il dit « la manière dont la pensée, c'est très joli, opère en moi », lorsque l'extérieur, des éléments épars aux connexions bizarres d'une situation, passe à l'intérieur et se contracte en une unité vivante. C'est ici, commente Isabelle, que la pensée spéculative peut prendre sa portée écologique pour faire exister la joie perplexe de l'événement de sa convergence et lui donner les moyens de produire sa propre divergence, celle qui lui évitera de devenir prétention, clé générale, qui ouvrirait toutes les portes et serait confirmée dans tous les cas. Car c'est bien la caractéristique des sciences de terrain, la caractéristique que je voudrais célébrer dans les sciences de terrain, qui ont affaire aux vivants. Ce sont des sciences qui s'adressent à des êtres qui ont le pouvoir de faire bifurquer, de produire des divergences par rapport aux causes. Les observations que les vivants suscitent sur le terrain peuvent se contredire sans être pour autant invalidées. À tout moment, une histoire peut bifurquer, convoquer un autre récit, et c'est bien de récit dont il est question. Je cite à nouveau Isabelle, « Si la sélection n'est pas toute puissante, donc si en effet on résiste à ce modèle de la monotonie des causes d'une sélection qui a tout pouvoir de causer, si la sélection n'est pas toute puissante, si elle ne permet pas de construire le point de vue à partir duquel tous les cas reviendraient au même, un point de vue à partir duquel tous les cas, d'une certaine manière, viendraient illustrer la morale adaptationniste,
une morale selon laquelle le meilleur est celui, évidemment, qui va triompher, eh bien, le biologiste, à ce moment-là, perd le pouvoir de juger et doit apprendre à raconter. Ce qui veut dire encore que les praticiens de ces sciences de terrain ne sont plus des juges, comme ils l'étaient au laboratoire expérimental, mais des enquêteurs, des chasseurs d'indices, des raconteurs d'intrigues. Alors cette confiance dans la joie, je vais essayer d'être un peu plus concrète parce que je crois que j'en ai déjà perdu une bonne partie maintenant. Cette confiance dans la joie, mais tout ça c'est des trucs que je dépose parce qu'après ils vont revenir. Et ils vont revenir et vous comprendrez pourquoi, d'une certaine manière, le fait qu'ils étaient là, qu'ils ont été à un moment donné là, ça m'a permis en effet d'apprendre cette confiance dans la joie. C'est tous des éléments, je sais, un peu secs, mais vous allez voir, enfin, ou pas, tant pis pour moi. Cette confiance dans la joie, je la retrouve aussi par exemple chez un ornithologue, spécialiste des corbeaux, Bernd Heinrich, qui écrit ceci de très joli, qui m'avait touché. Nous essayons souvent de justifier ce que nous faisons en tentant de donner une explication en termes d'application utile. Par rapport aux corbeaux, ce n'est pas toujours évident, évidemment. Mais en réalité, et c'est ça qui est joli, nous faisons cela parce que c'est amusant. Ça n'a rien de trivial, parce que qu'est-ce que la vie, sinon la joie? Je pense que alors c'est Bernd Heinrich qui parle toujours, je pense que la plus grande contribution que nous pourrions faire serait de rendre la vie plus intéressante. Qu'est-ce que la vie sinon la joie? Ça n'a rien d'une tautologie. Il y a toute une histoire qui, je crois, conduit à mettre vie et joie sous le signe d'une équivalence, une histoire qui situe le scientifique face à une obligation quasi jamesienne, rendre ce qu'on décrit plus intéressant. Et la joie, alors, n'est pas seulement le signe qu'il se passe quelque chose, ici et maintenant, mais devient un appât. Appât de l'enquêteur, et c'est plus l'eureka de l'élucidation ou l'exaltation du sentiment de vérité, mais l'appât de découvrir plus que ce qu'on s'attendait à trouver, un plus qu'on espérait trouver, ce que je pourrais appeler, à la suite de Didier de Bèze, un appât des possibles, et qui converge alors avec quelque chose du rôle de la question spéculative, tel que, d'après Whitehead, il la redessine, le rôle de donner toute son importance à la multiplicité des manières d'être dans la nature, c'est-à-dire, je le cite, aux manières d'éprouver, de sentir, de faire sens et de donner de l'importance aux choses. Accorder toute son importance à la plus grande diversité des manières de sentir et d'éprouver, d'accorder des importances. Et ce, tant pour l'observateur appâté que pour ceux qui l'observent et dont il décrit les importances. Confiance dans la joie, donc. Mais je vais beaucoup trop vite. Et j'ai parlé du fait d'avoir dû apprendre cette confiance dans la joie, et j'ai également parlé du fait d'avoir dû désapprendre d'autres choses. Je ne sais pas comment Stephen Jay Gould l'a appris, mais il y aurait moyen de le savoir, simplement en lisant ses textes, ni comment Bernd Heinrich lui-même l'a appris, bien que ce dernier m'en a donné des idées, notamment quand il raconte que les corbeaux qu'il observait sont devenus ses corbeaux, qu'il a appris à les reconnaître parce qu'il les a bagués et qu'il pouvait même dire, quand il se lance des cris, je sais quelles émotions les traversent, je commence à le sentir. Il le deviendra aussi, il apprendra cette joie, et je crois cette confiance dans la joie dont il parle, lorsqu'il va devenir enquêteur d'une énigme. En fait, l'énigme qui va s'imposer à lui, c'est qu'il observe que des corbeaux qu'il observe dans le Maine et dans le Vermont, en fait, quand un corbeau trouve de la nourriture, il appelle ses congénères. Pourquoi fait-il cela plutôt que de garder tout ça bien tout seul? En plus, les corbeaux sont très très bons, ils cachent très bien de la nourriture, ils pourraient tout cacher. Alors, pourquoi ne la garde-t-il pas pour lui-même? Je vous avoue honnêtement que des années après maintenant, je pense que ce n'est pas une très bonne question. À l'époque, j'avais trouvé une très belle question parce que l'énigme est intéressante, mais je me demande si ce n'est pas une fausse question au même titre qu'on parle de faux problèmes. En fait, les théories de la biologie partent souvent d'un ça va sans dire, d'une évidence selon laquelle la compétition serait un état par défaut. Et si on partait, par exemple, de l'hypothèse de l'ornithologue Frank Fraser Darling, dont on parlera demain, notamment, selon laquelle, d'une certaine manière, les oiseaux sont fondamentalement sociaux et qu'ils agissent donc toujours
fondamentalement, socialement. Ou si on partait, par exemple, de l'hypothèse des écologistes de l'école de Chicago, notamment Warder Clyde Ali, qui disait que finalement, la majorité des relations entre les êtres sont des relations de protocoopération. Protocoopération, ça ne veut pas dire on n'est pas dans un monde bisounours. La protocoopération, c'est par exemple quand un poisson meurt à la surface, il nourrit ceux qui sont dans les abysses. Bref, laissons ça pour le moment. Je suis moins sûr que l'énigme est si intéressante que ça en tant que question générale qui ne pose pas la question de savoir finalement, mais ce n'est pas la compétition qu'on devrait peut-être plutôt expliquer. Si on veut expliquer l'altruisme, ne devrait-on pas aussi expliquer la compétition? Mais j'en reviens au fait que l'énigme de Bernd Dietrich était particulièrement passionnante. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, les corbeaux, et il va l'assumer pleinement, ne vont jamais cesser de le surprendre. Chaque fois qu'ils trouvent une hypothèse qui a l'air de tenir la route, à l'observation suivante, les corbeaux vont la lui démolir. Et donc, il n'y a jamais une hypothèse qui tient. Et c'est ça qui va susciter à la fois son intérêt et la joie de les observer. Plus on avance, plus les corbeaux font diverger les causes, plus ils multiplient les manières d'être corbeaux, les possibles qu'ils explorent en tant que corbeaux, et plus ils deviennent intéressants, et plus ils rendent leurs chercheurs intéressés et intéressants. Apprendre la confiance dans la joie. Au contraste que je viens de dessiner, je voudrais en ajouter un autre. Alors, pour l'annoncer simplement, le contraste que je voudrais à présent et dont je voudrais retrouver le souvenir, puisque c'est de ça dont il s'agira maintenant, de retrouver mes souvenirs, serait celui entre deux types de joie. Ce contraste dont tout le monde connaît l'expérience et dont l'expérience nous fait bien sentir, la différence entre la joie qui célèbre et la joie maligne. Les Allemands, d'ailleurs, ont inventé un mot pour dire cette joie maligne. Je vais essayer de le dire correctement, vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas ma langue ni natale, ni seconde, ni tierce. Schadenfreude, la joie du dommage. Une joie toute particulière, cette joie du dommage, cette Schadenfreude, en ce sens que celui qui l'éprouve peut activement se dégager de toute responsabilité par rapport au dommage qui suscite son rire. Cette sotte s'est ridiculisée. Je n'y suis pour rien. Ce contraste que je tente de dessiner est en fait héritier d'un autre que je découvrirai dans l'invention des sciences modernes. C'est celui entre l'humour et l'ironie. Et c'est bien ce qu'il m'a fallu apprendre, ou plutôt réapprendre, c'est réapprendre à rire. Voilà ce qu'Isabelle écrivait. Réapprendre à rire n'est jamais insignifiant, mais surtout m'importe la qualité du rire. Je ne veux pas d'un rire goguenard ou d'un rire qui soit celui de la dérision, de l'ironie, qui toujours et sans risque reconnaît le même au-delà des différences. Je voudrais rendre possible le rire de l'humour qui comprend, apprécie sans attendre le salut et peut refuser sans se laisser terroriser. Eh bien, pour tout vous dire, ce rire goguenard, c'était celui qui guidait les débuts de mes premières recherches, de ma première recherche de terrain. Un rire du type « on ne me l'a fait pas ». En fait, ce terrain, ce premier terrain dont je vais vous parler, c'est de lui dont je convoque le souvenir, ce premier terrain partait à la fois d'un très bon pied et prenait un très mauvais départ. Du côté du bon pied, commençons par les choses positives. C'était la surprise d'avoir découvert dans la littérature scientifique à propos de l'altruisme chez les oiseaux, qui était un sujet de recherche qui me permettait de terminer mes études en psychologie, c'était mon mémoire, eh bien, ça m'avait permis de découvrir en fait un oiseau vraiment extraordinaire, le Cratérope écaillé, un oiseau qui vit dans les déserts, notamment de la péninsule arabe, mais qui vivait, lui, cet oiseau-là, particulièrement dans le désert du Negev en Israël. Donc le Cratérope écaillé. Je venais de terminer ma recherche sur les questions de l'altruisme chez les oiseaux et j'avais constaté une chose, c'est que tout ce que j'avais lu sur l'altruisme chez les oiseaux, en fait au début c'était très amusant, j'apprenais comment ils aident aux nids parce que c'est souvent comme ça qu'ils sont altruistes, et puis je m'étais rendu compte qu'en fait j'étais incapable de distinguer au point de vue comportemental dans ce que j'avais lu, un jet bleu de Floride, un jet du Mexique, un guépier à front blanc ou une corneille grise de Lausanne. Pourquoi? Parce qu'ils se comportaient tous de la même façon. Bref, ces oiseaux se comportaient pourquoi de la même façon?
Parce qu'en fait, ils illustraient une même théorie, la théorie sociobiologique qui face... Je crois que je suis en train de perdre tout à fait mon micro, moi. Où est-ce qu'il est? Bon. On va essayer de le garder encore. Allez. Bref. On reprend. Ça va? Ok. La théorie sociobiologique avait élucidé le problème, ce paradoxe, pourquoi être altruiste plutôt qu'être compétitif, ce que j'appelle donc une fausse question, un faux problème, et en disant, finalement, le gène de l'altruisme, bien sûr c'est génétique, hein, tout le monde sait ça, aurait dû disparaître de la population puisque les égoïstes, d'une certaine manière, auraient dû être plus nombreux que les altruistes. Si les altruistes aident des égoïstes, les égoïstes vont beaucoup mieux, donc ils font plein de petits, etc. etc. Donc, paradoxe de l'évolution, comme disait Edward Wilson, les héros n'ont pas d'enfants. Donc l'altruisme aurait dû disparaître. Donc, ils avaient résolu le problème en disant, il suffit, c'est très simple, il suffit que les altruistes aident des êtres qui ont les mêmes gènes qu'eux. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un altruiste? Par le comportement, mais ça c'est déjà trop compliqué. Non, c'est plus simple. Les sociobiologistes ont la solution. Aidez les gens qui ont les mêmes gènes que vous, c'est-à-dire vos parents. Et donc, ça s'appelle la théorie de la sélection de la parentèle, d'une certaine manière, avait permis d'expliquer tous les comportements des G bleus de Floride, des G du Mexique, et tous se ressemblaient. En fait, tout s'était passé à la moulinette de la théorie, sauf un, le cratérope écaillé. Et le cratérope écaillé, en fait, son ornithologue, l'ornithologue israélien Amos Zahavi, racontait des histoires très différentes de ce que j'avais lu à propos des autres oiseaux. D'abord, il disait les cratéropes écaillés vivent dans des groupes sociaux hiérarchisés, 5 à 20 individus, avec un mâle et une femelle qui sont hiérarchiquement le mâle et la femelle reproducteurs. En principe. Mais chaque fois que Zahavi affirmait quelque chose, il disait en principe, parce qu'il y avait quand même des cratéropes qui n'obéissaient pas à ces règles-là. Et donc, il y avait quantité de oui mais. Ensuite, bien plus intriguant, Zahavi affirmait qu'une bonne part de ce qui motivait les actes altruistes chez les cratéropes, ils n'étaient pas seulement aidants ou ni, ils se faisaient des cadeaux, ils se proposaient dans les rôles de sentinelles, étaient mus par le désir de prestige. Alors, vous imaginez, on est début des années 90, même pour un singe, on n'aurait pas osé sortir une histoire pareille. Alors, vous imaginez, pour un oiseau, c'est impossible. Et donc, ce désir de prestige était très explicable, selon Zahavi, par la sélection, c'est-à-dire que les cratéropes, s'ils arrivent à montrer qu'ils ont les moyens, qu'ils sont forts, qu'ils ont les moyens de nourrir les autres, qu'ils ont du temps pour être sentinelles, qu'ils n'ont pas peur de le faire, etc., peuvent espérer monter dans la hiérarchie. Et donc la question du prestige était une question de statut. Alors ce n'était pas tout. Non seulement les cratéropes font ça, mais ils se disputaient pour le droit de le faire. Et que si un dominé venait proposer un cadeau à un dominant, il risquait très fort, si le dominant n'avait pas un moment de distraction, de passer un très mauvais quart d'heure. En plus, alors là, c'était la cerise sur le gâteau, les cratéropes prétendaient Zahavi dansaient ensemble. Et ils dansaient ensemble pour une raison qui, aux yeux de Zahavi, paraissait claire. En fait, ils dansaient ensemble au plus mauvais moment de la journée et au plus mauvais endroit. Le plus mauvais moment de la journée, à l'aube, c'est-à-dire quand les prédateurs rentrent dormir et se feraient bien un dernier petit coup pour la route, et les prédateurs diurnes sont affamés par la nuit qui vient de passer et sortent. Et donc vous avez le maximum de circulation prédatoriale à ce moment-là. Et au plus mauvais endroit, pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils pourraient très bien danser sous les acacias, ils ne le font pas. Ils le font à découvert, c'est-à-dire exactement au vu et au su de tous les prédateurs qui pourraient passer. Et ce que Zahavi disait, eh bien, c'est la raison pour laquelle ils le font. C'est-à-dire qu'en dansant, les cratéropes montrent qu'ils sont fiables, montrent qu'ils sont prêts à investir dans le groupe et montrent qu'ils sont prêts à résister au stress. Pourquoi? Parce qu'ils dansent et ils se mettent tous en ligne, ils se frottent les uns contre les autres. Et ils essayent d'aller au milieu.
Donc on voit tout de suite un cratérope qui saute et qui essaye de se glisser au milieu. Et Zahavi disait, être au milieu, c'est la plus mauvaise position. Pourquoi? Si un prédateur arrive, ceux qui sont aux extrémités de la ligne auront le temps de partir, ceux qui sont au milieu n'auront pas le temps et seront chopés par le prédateur. Donc en fait, en étant au milieu, en essayant d'être au milieu, chaque cratérope témoigne de sa fiabilité. Donc ça veut dire à la fois permet une évaluation de la fiabilité et l'augmente en même temps. Donc c'est un acte quasi performatif. Voilà un petit peu tout ce que racontait Zahavi dans les articles scientifiques, les quelques articles, les rares articles scientifiques que j'avais lus, parce que pour tout vous dire, il ne publiait pas énormément, parce qu'en fait, c'était inacceptable dans la plupart des revues scientifiques. Mais j'étais quand même tombée dessus et je m'étais passionnée pour les cratéropes en me disant, ça vaut quand même la peine d'aller voir ces oiseaux. Enfin, en tout cas, ce qui se passe. Je ne dis pas d'aller voir ces oiseaux, allons voir ce qui se passe. Ça, c'est pour le bon pied. Mais pour le mauvais départ, alors là, c'est beaucoup plus simple. Je partais sur le terrain avec une extrêmement mauvaise question, qui ne se serait jamais posée si à cette époque, donc on est début des années 90, j'avais pu lire Brune Latour, que je ne connaissais pas, ou Isabelle Stengers, que je ne connaissais pas non plus. Je partais avec l'idée que ce à quoi j'allais avoir affaire, c'était les représentations des scientifiques. Qu'en fait, le cratérope, s'il se comportait comme ça, c'est parce que les scientifiques, Zahavi, avaient des représentations, des attentes, et j'allais essayer d'expliquer pourquoi il avait des attentes pareilles et pourquoi il voyait le cratérope de manière aussi bizarre. Je vous avoue aussi que j'avais préparé le terrain, donc j'étais déjà dans l'esprit, en ayant écrit un article au titre absolument invraisemblable à mes yeux aujourd'hui, « Ecology and Ideology, The Case of Ethology », que j'avais publié dans une revue de droit israélienne. C'était ma façon de m'introduire sur le terrain. J'y montrais, avec un zèle qui me laisse encore stupéfaite, tout ce que j'avais appris à faire pour pouvoir prétendre de manière légitime à faire de la philosophie. Il s'agissait de chercher, au départ de ce que les naturalistes écrivaient, la trace des contaminations idéologiques et politiques qui imprégnaient leurs théories et leurs observations. Ils n'avaient à cette époque, on peut l'entendre, aucune intention de parler de l'animal réel, mais bien de suivre le chemin des représentations, du symbolique, de traquer tout ce qui menaçait la séparation de la science et du politique. Je n'avais donc pas lu Latour, j'étais résolument du côté de l'épistémologie, telle qu'on me l'avait enseignée, ou plus ou moins essayé de l'enseigner. Je vous rappelle, notre professeur de logique à l'université de Liège nous répétait à l'envi et avec beaucoup de fierté « Je suis le policier de la science, l'éboueur des énoncés incorrects ». Lorsque Foucault analyse les pratiques d'enquête en disant qu'elles sont, à certains égards, les filles de l'Inquisition, je crois que j'avais reçu la bonne formation pour tenir l'allumette qui allait allumer les bûchers. Je découvrais les élèves de Canguilhem et de Bachelard, dont Patrick Thor, qui avait réuni un ensemble de chercheurs analysant divers travaux de naturalistes darwiniens, dont par exemple ceux de l'anarchiste Kropotkin, qui était une victime tout à fait rêvée pour ce genre d'analyse. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui l'auraient oublié, parce que j'en parle assez souvent de cette citation, que Bertrand Russell, dans les années 30 déjà, il était allé de sa propre rengaine sur cette question, puisqu'il s'étonnait que les animaux, apparemment, se conduisent toujours de manière à prouver la justesse de la philosophie de l'homme qui les observe. En témoigne, dit-il, que le fait qu'au XVIIIe, les animaux étaient féroces, mais sous l'influence de Rousseau, ils commencèrent à illustrer le culte du noble sauvage. Pendant tout le règne de la reine Victoria, continue-t-il, les singes furent de vertueux monogames, mais durant les années 20, influence de Freud, c'est moi qui ajoute influence de Freud, leurs mœurs se détériorèrent d'une manière désastreuse. Quant aux théories de l'apprentissage, qui se fondent sur l'observation des animaux, continuait toujours Russell, on ne peut manquer de s'étonner que les animaux observés par les Américains foncent avec frénésie jusqu'à ce qu'ils tombent par hasard sur la solution. Les animaux observés par les Allemands restent tranquillement assis à se gratter la tête jusqu'à ce qu'ils aient élaboré une solution dans leur fort intérieur. Bref. Ce qui ne pouvait évidemment pas m'effleurer à cette époque, c'était que les animaux américains étaient en fait des rats en très grand nombre et surtout très affamés, qui devaient s'atteler à répondre et très vite et de manière objective à des questions qui sont toutes très pauvres concernant des apprentissages simplifiés à l'extrême, et que les animaux observés par des Allemands, ou plutôt par un Allemand, Wolfgang Köhler, qui justement voulait remettre en cause
la très grande pauvreté méthodologique et théorique des théories behavioristes naissantes et qui a mis les chimpanzés dans des conditions où ces chimpanzés, allez voir les films sur Internet, vous tapez Wolfgang Köhler et puis chimpanzés, vous allez voir des très jolis films de l'époque de la guerre 14-18 notamment, pour l'époque. Et qui a mis ces chimpanzés, et on le voit, dans des conditions où ils peuvent prendre le temps, où ils peuvent se regarder, où ils peuvent se regarder les uns les autres, où ils peuvent faire des essais. Et d'une certaine manière, ce qui leur permet, c'était l'épreuve, une des épreuves que Köhler leur imposait, c'était d'atteindre une banane, notable, hors de portée, mais avec à leur disposition des caisses qu'ils pouvaient empiler et des bâtons pour attraper la banane. Bref, en fait, ce qui m'échappait complètement en reprenant cette critique de Russell, c'est que d'une certaine manière, eh bien, les sciences auxquelles que décrit Russell sont des sciences que j'apprendrai à nommer des sciences de la contemporanéité, c'est-à-dire des sciences dont les conditions de production de connaissances sont en même temps des productions d'existence. Et la seule question qui aurait valu la peine d'être posée, et que j'entendrai plus tard dans la bouche de chercheurs que j'aimerais profondément, c'est en fait mon animal, pourquoi est-ce qu'il accepte de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il joue le jeu? Et comment est-ce qu'il a interprété ce que je lui veux? Bref. Retour donc à ce départ du très mauvais pied. Retour à ce qui allait devenir un terrain. Et je dis devenir un terrain au sens où je l'ai évoqué plus tôt, c'est-à-dire un lieu où prolifèrent des histoires. Et je dis devenir, ce qui allait devenir un terrain, parce que ce n'est pas le fait de me déplacer en Israël qui a fabriqué un terrain, il y a eu un devenir terrain. Il fallait autre chose que ce que je m'apprêtais à faire pour que ça devienne un terrain. En fait, ce que je m'apprêtais à faire était très simple. Il s'agissait simplement de délocaliser une routine, de la sortir des pratiques livresques et d'aller la mettre en plein air. Bref, ce que j'appellerais aujourd'hui une pratique de colonisation et pas du tout de déterritorialisation. J'allais donc sur ce que je pensais être un terrain, mais qui n'avait de terrain que le nom, voir comment un ornithologue dérogeait à toutes les conventions scientifiques et avait, de ce fait, créé un oiseau dissident. Zahavi constituait, pour ce genre d'enquête, une victime idéale. Son oiseau était vraiment trop extravagant pour être vrai. L'observer, lui, Zahavi, allait me permettre de faire changer l'extravagance de Caen. Ce n'est plus l'oiseau qui allait être extravagant, ça allait être Zahavi. Bref, je partais sur le terrain pour observer un observateur avec un carquois rempli de flèches ironiques et un outil théorique particulièrement bien affûté, les représentations et les attentes, car bien entendu, ces oiseaux n'étaient si socialement sophistiqués, si magistralement hiérarchisés, si remarquablement compétitifs et si prompts à penser qu'ils pouvaient danser, que parce qu'ils étaient et n'étaient qu'un évident produit des attentes de leur observateur. On m'avait bien enseigné lors de mon cursus en psychologie que les attentes, c'est ce dont les psychologues doivent absolument se méfier. Et j'avais la fameuse affaire de Rosenthal qu'on nous enseigne à pratiquement tous les cours de psycho. C'est Rosenthal étant un expérimentateur qui dit à ses étudiants, vous allez expérimenter avec des descendants de rats très intelligents pour vous et pour d'autres des descendants de rats particulièrement peu doués pour les labyrinthes. Et vous allez me donner les résultats de ces descendants, sachant qu'ils ont été sélectionnés. Et qu'est-ce que Rosenthal découvre? Que les étudiants avec un rat intelligent, prétendument intelligent, trouvent le rat intelligent et les idiots. Alors que ces rats viennent de l'animalerie la plus proche et n'ont pas du tout été sélectionnés. Et donc nos professeurs nous disaient, vous voyez les attentes, il faut s'en méfier, il faut toujours plus de distance et d'objectivité. Et donc je suis partie sur le terrain avec une question très simple. Ou bien les cratéropes sont des oiseaux vraiment extraordinaires, ou bien ils sont comme les autres oiseaux, et Zahavi avait beaucoup trop d'imagination. Le terrain allait trancher, et je pensais avoir une idée très claire dans le sens dans lequel il allait évidemment trancher. Je suis donc partie rejoindre Zahavi par un beau matin du mois de mars, comme on dit d'habitude, rejoindre Zahavi en Israël sur le terrain des cratéropes. Totem. Et puis, j'ai vu les cratéropes danser. J'avais vu les cratéropes danser.
Comme l'a très joliment suggéré Isabelle, tu m'excuseras de parler autant de toi, le terrain m'est arrivé. Le terrain m'est arrivé. On ne peut le dire plus justement. Le terrain m'est arrivé et j'ai découvert que la joie, cette joie précise que j'avais à les voir danser, je pouvais faire confiance à cette joie. Ce qu'il me manquait encore, c'était les mots pour dire cette joie, les mots qui peuvent dire le lien à créer entre un type de joie et la confiance qui nous rend capables de l'accueillir. Et c'est les mots que j'ai retrouvés à la lecture de l'invention des sciences modernes, parce que ce sont des mots qui m'ont aidé à stabiliser cette confiance, à nommer cette joie, c'est-à-dire à m'en déclarer redevable. Nommer, écrit Isabelle, dans Autant des catastrophes, ce n'est pas dire le vrai, mais conférer à ce qui est nommé le pouvoir de nous faire sentir et penser sur le mode qu'appelle le nom. Nommer la joie et conférer à ce nom de joie le pouvoir de me faire sentir et penser avec elle sur le mode que son nom stabilise et qui crée la confiance en elle. Joie alors, sur le terrain, de voir se multiplier les histoires, de voir un paysage se peupler, voir une situation devenir terrain. Les cratéropes, bien entendu, mais aussi les autres chercheurs que je suivais, suivant les agendas et les envies. Ils étaient plusieurs sur le terrain. Chercher, par exemple, comment chacun s'est vu fabriquer comme chercheur par les cratéropes. Ainsi, je pouvais voir comment Zahavi s'était fait fabriquer au cours des dizaines et des dizaines d'années d'observation et aussi de protection des cratéropes, puisqu'il était l'initiateur d'une réserve naturelle à Ratseva, dans le désert du Negev, et par tout ce que les cratéropes lui avaient appris de la très grande diversité des manières d'être vivants, oiseaux, inventeurs de solutions, créateurs de problèmes. Et comment John, le zoologiste qui avait fait ses études à Oxford et qui venait de Cambridge, à moins que ce ne soit le contraire, d'une certaine manière se rendait en quelque sorte immunisé en quelque sorte contre cette fabrication, parce que de passage, parce qu'en visite, parce que la sociobiologie continuait de guider ses histoires et que la redoutable puissance de la sociobiologie, cette puissance qu'on dira tout terrain, laisse peu de marge pour les divergences. Également parce qu'il attendait des cratéropes, John attendait des cratéropes qu'ils donnent enfin la bonne réponse et qu'ils la donnent au moyen d'expérimentation. C'est ça qu'on appelle une bonne réponse pour John. Si on n'expérimente pas, on ne peut pas prétendre avoir la bonne réponse. Et il est inconcevable, toujours selon lui, d'aller sur le terrain sans une hypothèse à tester. Ce qui veut dire qu'il procède comme expérimentateur par élimination d'hypothèses, ce qui change la donne. Ainsi, pour être un peu plus concrète, John veut tester l'hypothèse de Zahavi, à laquelle il ne croit pas du tout, selon laquelle les cratéropes nourrissent les petits d'une nichée qui ne sont pas les leurs pour des questions de prestige. John ne croit pas à cette hypothèse. Pour lui, si les cratéropes nourrissent les petits, c'est parce qu'elles leur sont apparentés. Ils obéissent aux règlements sociobiologiques. Comment est-ce qu'il va faire ? C'est très simple. Si on nourrit artificiellement certains des cratéropes, si c'est une question de prestige, tout le monde va continuer à donner la même chose, puisque c'est juste pour se montrer en train de donner. Si ce n'est pas une question de prestige, ceux, d'une certaine manière, à qui on a favorisé l'effort, ça va permettre aux autres de pouvoir diminuer leurs efforts. Et donc John se met en scène, d'une certaine manière, met en scène toute une expérience qui va montrer que la sociobiologie a une fois, ici encore, le droit d'expliquer les choses. Je dois vous dire aussi en passant que quand j'ai demandé à Zahavi, mais John il expérimente tout le temps, mais vous n'avez jamais expérimenté, Zahavi m'a répondu, si on expérimente. Ah, je dis, vous faites comment ? Vous faites quoi ? On prend une question, une hypothèse, on appelle les cratéropes, on leur dit venez, et puis on leur demande, et puis ils montrent, et puis ça va, c'est bon comme ça. Et quand je dis ça, en fait, c'est pas très loin de la réalité. Par exemple, quand je suis avec Zahavi sur le terrain, ce qui est en train de devenir mon terrain, les cratéropes, ils ont des territoires qui sont assez vastes. Donc on sait par exemple tel groupe vit là-bas, mais entre la frontière ou la périphérie
Et l'autre périphérie, il y a quand même parfois quand même pas mal de marches à faire, et puis il faut les trouver. Dans quel acacia ils sont? Ah, Zahavi, il a résolu le problème. Il a dit, on va surtout pas se fatiguer, hein, on va les appeler, donc à venir. Hein. Et les cratéropes arrivent, et vous voyez une image merveilleuse. Vous voyez Zahavi qui se met accroupi et qui sort des vieux morceaux de pain de ses poches et qui fait tout un rituel de salutation, de retrouvailles avec les cratéropes. Espèce compagnie, dirait Donna Haraway. Dois-je vous dire qu'Oxford désapprouve? Joie encore pour moi d'avoir la confiance de pouvoir cette fois répondre à Russell et de pouvoir le faire en riant. Oui, mais il danse. Et les cratéropes, si les cratéropes dansent pour éprouver la confiance, je peux moi-même faire confiance au fait que Zahavi a su apprendre dans sa pratique ce à quoi des oiseaux aussi inventifs l'obligeaient, qu'ils fassent attention à ce qui importe pour eux, et que c'est cela qui faisait de lui un bon scientifique. Le terrain m'est donc arrivé. Ce qui veut dire aussi, je dirais maintenant comme ceci, c'est que je m'étais fait déterritorialiser. J'ai été prise dans un autre agencement dans lequel je me suis reterritorialisée. Un des signes les plus marquants de cette reterritorialisation, je le situerai à nouveau par l'indice de la joie. Je suis partie d'un premier contraste, souvenez-vous, celui de la joie profonde de Gould, joie perplexe face, d'une certaine manière, à la vitalité de ce qui se donne à comprendre. Joie de Bernd Heinrich, célébrant le fait que le monde qu'il observe l'a activement, joyeusement intéressé et qu'il peut, de ce fait, le rendre intéressant. Cette joie-là est, par contraste, la joie maligne. La joie de celui qui se croit plus malin, qui sait mieux, qui sait démonter les illusions, les faux savoirs, qui va se charger d'apporter les mauvaises nouvelles en se dédouanant de la responsabilité de ce qu'il annonce, d'autant plus qu'il parle au nom de la vérité. Cette joie maligne recoupe alors un autre contraste, celui entre l'humour et l'ironie. Et le contraste alors peut prendre un autre nom qu'a bien repéré Philippe Pignard dans le livre La Tour Stengers, un double volant enchevêtré, celui de la joie et de la tristesse. En fait, l'ironiste, c'est un être aux passions tristes. Il est toujours porteur de mauvaises nouvelles. Celui qui dit « Vous avez y cru ?» Ah ben non, ce n'était que. Ainsi, par exemple, pour prendre un exemple sur lequel on pourra revenir dans la leçon de demain, les animaux artistes, c'est la passion triste du zoologue Desmond Morris, qui, devant la grâce d'un spectacle problématique, je viens de le reconnaître, d'éléphants peintres dans un sanctuaire en Thaïlande, ces éléphants gagnent leur vie pour pouvoir continuer à vivre dans le sanctuaire puisque les éléphants ne peuvent plus transporter le bois. Desmond Morris, voilà ce qu'il écrit. Pour la plupart des membres de l'audience, ce qu'ils ont vu leur apparaît presque miraculeux. Les éléphants doivent être presque humains du point de vue de leur intelligence s'ils peuvent peindre des images de fleurs et d'arbres de cette manière. Mais ce à quoi l'audience ne prête pas attention, c'est là la hantise d'être dupé qui commence, ce sont les gestes des cornacs lorsque leurs animaux sont au travail. Parce que si on regarde attentivement, on voit bien qu'ils secouent les oreilles des éléphants pour leur dire comment peindre. Ainsi conclut Maurice. Tristement, ce sont ces mots. Tristement, vous voyez, la tristesse, elle se dit. Le dessin que l'éléphant exécute n'est pas le sien, mais celui de l'humain. Il n'y a pas d'intention éléphantine, pas de créativité, juste une copie docile. Eh bien, voilà ce qu'on appelle un rabat-joie. Et ça m'étonne toujours de voir le zèle avec lequel les scientifiques se précipitent pour endosser ce rôle et l'héroïsme admirable avec lequel ils se chargent du triste devoir des mauvaises nouvelles, à moins qu'il s'agisse de la fierté virile de ceux qui ne se laissent pas prendre là où tous sont doutés, se sont fait duper. D'ailleurs, il n'y a pas que la joie dans cette histoire qui est rabattue. Tout est rabattu, comme dans toutes les histoires où les scientifiques se dévouent à la cause de ce type de vérité qui devrait nous dessiller les yeux, le parfum reconnaissable du ce n'est que, qui signe la croisade de désenchantement. J'ai retrouvé aussi dernièrement cette même passion triste chez des éducateurs canins, c'est dommage, et des behavioristes, des éducateurs canins behavioristes qui, par exemple, veulent faire entendre raison aux anthropomorphes impénitents que sont ceux qui vivent avec des chiens, notamment lorsqu'ils leur attribuent des sentiments de honte lorsque la poubelle a été éventrée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas du tout de la honte. C'est une simple association par conditionnement entre
Quand la poubelle est éventrée, mon maître a visiblement des réactions très bizarres et violentes. Et les éducateurs canins conseillent au maître, éventrez votre poubelle, vous allez voir, votre chien aura la même attitude que lorsque vous rentrez et que c'est lui qui a éventré la poubelle. Donc ne croyez pas du tout que les animaux ont de la honte ou un sens moral, c'est du bête conditionnement. Et j'ai beaucoup aimé, alors que je ne suis pas une fan de Franz de Waal, le primatologue, son travail me laisse parfois un peu perplexe, mais j'ai beaucoup aimé qu'il nous sorte du piège tendu, du ou bien honte, ou bien réponse conditionnée, en rappelant que les poubelles, ce n'est pas un problème moral pour les chiens. Et qu'il est des situations bien plus cruciales, où ce qui ne se fait pas est un vrai enjeu. Et il rappellera, à cette occasion, que Lorenz avait raconté que lorsque son chien s'était battu avec un autre chien et qu'il avait tenté d'intervenir, son chien par accident l'avait mordu et que pendant 3 semaines, ce chien a été le plus malheureux des chiens parce qu'il avait fait quelque chose qui impérativement ne se fait pas chez les chiens. D'une certaine manière, le chien avait transgressé un tabou et ne s'en remettait pas. Et on pourra donc dire aux behavioristes d'aller peut-être écouter Marc Bekoff, quand Marc Bekoff dit que quand on regarde les chiens jouer, on peut voir ce que veut dire répondre moralement. À ce contraste joie-tristesse, je voudrais maintenant en ajouter encore un autre, et c'est Philippe Pignard ici, à nouveau, qui m'inspire. Celui de l'ennui. Ce faisant, Pignard associe toujours dans le même livre, La tour Stenger, c'est un double volant lettré, Pignard associe la joie à une autre dimension, celui d'être pris. Comme on dit, on peut être pris ou prise par une passionnante intrigue romanesque ou s'ennuyer, et là le contraste, mortellement avec un autre livre. Une intrigue passionnante, c'est le régime, le terme le dit très clairement, de la passion, qu'il associe, lui Pignard, à une passion particulière qu'il renvoie à Isabelle lorsqu'elle évoque la joie de ceux qui sont à leur affaire. C'est-à-dire, je cite Pignard ici, qui ont trouvé affaire prise. Ça peut être le cas du plombier, d'un activiste, mais aussi du mathématicien ou même d'un animal. On pourrait rapprocher les manières d'être à son affaire des modes d'existence auxquels la tour rend toute leur dignité, dignité qui dépend de leur capacité à ne pas vouloir occuper toute la place. Je disais donc, après le rappel de ce qu'implique le contraste joie-tristesse et l'annonce de cet autre contraste, celui entre la joie et l'ennui, auquel je vais revenir tout à l'heure, que le fait de pouvoir dire ou s'entendre dire et sentir que le terrain m'était arrivé signifiait pour moi en fait que je m'étais fait déterritorialiser. J'étais prise dans un autre agencement dans lequel et par lequel je pouvais être reterritorialisée. Et j'ajouterai qu'un des signes les plus marquants de cette reterritorialisation s'est joué autour du contraste joie-ennui. Alors ici, je vais reprendre le récit. Lorsque je suis arrivée sur le terrain, donc avec mes très mauvaises bêtes questions, l'idée qu'il fallait observer Zahavi pour comprendre ce qui se passait dans l'affaire, j'avais donc le projet d'observer les scientifiques et de leur poser tout le temps des questions. J'étais persuadée que c'était eux qu'il fallait observer et je dois dire que j'ai eu énormément de choses. J'ai essayé de leur expliquer mon projet et j'ai eu de la chance qu'ils ne m'aient pas jeté dehors. Ça n'avait aucun intérêt pour eux et je crois d'ailleurs que s'ils ne m'ont pas jeté dehors, c'est que ce que je proposais était tellement insensé et mal poli qu'ils n'ont même pas dû envisager un seul moment que je pouvais être sérieuse. Le désintérêt affiché de Zahavi à l'égard de mon projet s'accompagnait d'une injonction. Si je voulais savoir quelque chose à propos des cratéropes, et quelle autre raison aurait pu avoir ma présence, c'était les cratéropes qu'il fallait observer. Il a dit donc, vous allez, comme nous, être éthologue. Or, cette reterritorialisation-là n'était pas possible. Je ne suis pas éthologue. J'en ai pas les outils, moins encore la patience, j'en ai pas les moyens, je ne parle pas la langue des cratéropes, et ce n'est pas en 2 mois que j'allais devenir une scientifique compétente. En fait, tout ce que je voyais n'avait pas de signification pour moi. Je ne pouvais pas lire ce que les cratéropes faisaient. Ça n'a pas de sens. Pour vous dire tout, observer les cratéropes représentait pour moi un long moment d'ennui. Quand j'étais seule,
Et il m'est arrivé très fort au début du terrain, heureusement assez tôt, de me faire surprendre par un autre chercheur, par John pour tout vous dire. Je m'étais profondément endormi sur le lieu d'observation. Ce qui, m'a-t-on dit, n'était une pas très bonne idée parce que les serpents abondent dans cette région et qu'il faut mieux être prudent. Il fut donc décidé, c'est ça qui a été ma chance, que je n'observerais plus toute seule. J'allais donc pas devenir une vraie éthologue et j'allais d'autant moins le devenir que c'est le genre de go native qui aurait inévitablement produit les fautes de goût qu'on peut trouver dans ce domaine. Le go native, c'est ce qui arrive aux anthropologues qui veulent devenir esquimaux quand ils vivent chez les esquimaux. Il y a plusieurs anthropologues dont j'ai vu le travail, notamment au moment du doctorat, qui vont chez des éthologues ou chez des primatologues et qui font des go natives, c'est-à-dire qu'ils se disent « mais moi je vois des choses que le primatologue ne voit même pas hein. ». Donc je veux dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'autodidacte du mauvais goût dans ces cas-là. Donc j'ai échappé au go native éventuel et j'ai accepté finalement la posture qu'on me donnait, d'une certaine manière, puisque j'allais être à l'école. J'allais devenir éthologue en n'ayant aucune ambition de devenir éthologue. Mais on allait jouer sur une espèce de simulacre. J'étais à l'école pour devenir éthologue. Bref, c'était donc une déterritorialisation relative, puisque j'ai dû fabriquer une sorte de bricolage qui à la fois me déterritorialisait de ma propre pratique d'observatisme des humains et me reterritorialisait comme une des leurs, mais différente. Différente puisque je ne pouvais pas observer sans eux. Sinon, il ne se passait rien. Ce qui veut dire en somme que je retournais à l'école et que la présence de John, de Zahavi, de l'assistante Zahavi Roni m'était nécessaire non pas pour les observer eux, mais pour observer avec eux, leur poser des questions sur ce qu'on voyait, comment il fallait le comprendre, comment ils en étaient venus à fabriquer le récit qui me permettait à mon tour de comprendre ce que je voyais, quels étaient les indices pertinents, voire parfois, je leur pose la question, il n'y a pas une fiction alternative, il n'y a pas une histoire alternative, il n'y a pas une autre hypothèse. Il me semble que hier, moi j'étais avec John, il proposait plutôt cette hypothèse-là plutôt que la vôtre. Et comment est-ce que vous proposez que la vôtre est plus robuste? Bref. Alors, ce qui est venu avec ces chercheurs, à partager des histoires avec eux, à poser des questions, à entendre des histoires et à apprendre à voir certaines choses. C'est la joie de voir des choses que je n'aurais pas vues s'ils n'avaient pas attiré mon attention, la joie de leur récit, la joie de comprendre ce qui était là, jusque-là incompréhensible, la joie de découvrir des oiseaux si inventifs et des chercheurs qui souvent ne l'étaient pas moins, même John quand il n'était pas trop habité par ces hypothèses sur lesquelles on ne va pas sur le terrain, et puis la joie de les voir danser, la joie de me sentir capable de les voir danser et la joie d'entendre à ce sujet des histoires contradictoires et qui toutes tenaient si bien la route. Par exemple, Roni disait « Non, c'est l'hypothèse de Zahavi, non, moi j'y crois pas, cette histoire de fiabilité, c'est pas ça. En fait, il faut regarder, lui il regarde ce que c'est le matin, il regarde où c'est, mais il faut voir aussi que c'est au printemps que ça augmente les danses. Et c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au printemps? Au printemps, c'est le moment de la rivalité parce que les oiseaux d'une même classe d'âge vont devoir, d'une certaine manière, trouver leur place dans les hiérarchies. Et donc le fait d'être au milieu, c'est pas parce que c'est plus stressant, c'est simplement, si vous êtes au milieu, c'est que vous êtes le plus fort, donc vous avez grimpé dans les hiérarchies. Ça, c'était l'hypothèse de John, et il disait, et regarde leurs jeux, quand ils jouent des espèces de jeux de chat perché, ils doivent se déloger les uns les autres d'une branche sur laquelle ils se perchent, c'est exactement le même jeu, donc probablement c'est un problème de hiérarchie. Ben oui, c'est intéressant, les histoires se multipliaient, et puis finalement, d'une certaine manière, qu'est-ce qui les rendrait incompatibles? Et si on faisait au printemps d'une manière, et si on faisait en dehors du printemps d'une autre manière? Pourquoi vouloir que les oiseaux soient les seuls êtres au monde à n'avoir qu'un seul motif à la fois? Je découvrirai plus tard, dans l'invention des sciences modernes, de quoi mettre tout ça en récit, en mots, c'est-à-dire de penser en philosophe que certes, les histoires que les scientifiques élaborent à propos des animaux sont bien nos histoires, mais ce sont des histoires qui transforment les humains et leurs animaux. Bien sûr, rappelait Isabelle, tous les êtres que les sciences font exister sont inventés au sens où leurs attributs sont relatifs à nos histoires, mais c'est précisément pour cela que leur existence dépend de la multiplication des histoires qui ont pour trait commun de renvoyer à eux, de les désigner comme conditions sinon suffisantes, du moins nécessaires à leurs possibilités. Ces histoires s'inscrivaient dans une temporalité particulière qui les accorde.
Ce sont des sciences dont les productions de connaissances sont en même temps de production d'existence. Bref, ces histoires de transformation, je dirais aujourd'hui qu'elles doivent syntaxiquement s'accorder au futur antérieur. Les oiseaux auront été bien plus intéressants à partir du moment où Zahavi leur a proposé d'ouvrir ce qu'ils font à d'autres histoires que celles de la sociobiologie, ou que celles qu'on faisait raconter d'habitude aux oiseaux, même en dehors de la sociobiologie. Comme les moutons auront par exemple été beaucoup plus sophistiqués à partir du moment où une primatologue, Thelma Roell, va proposer de leur poser des questions enfin intéressantes. Et ce ne sera pas une simple question théorique qui ne modifierait que la manière dont nous les percevons, quoique ça apporte déjà, et particulièrement pour les animaux d'élevage, mais car pour poser des questions intéressantes, il faut apprendre d'abord à mettre les moutons dans des conditions dans lesquelles ils pourront manifester un intérêt pour ces questions. Ne sont-ils pas autre chose que des machines à transformer de l'herbe à gigot? Qu'est-ce qui les intéresse? Ont-ils des amis, comme on a pu le dire des chimpanzés et des babouins? Comment est-ce qu'ils évitent les conflits? Qui décide des mouvements du groupe et comment négocient-ils cela avec si peu de moyens de contrainte? Laissons-leur le temps de s'organiser, composons un troupeau qui le leur permette, laissons-leur l'espace et la liberté de s'organiser comme bon leur semble, et ne les mettons pas en compétition autour de la nourriture. Une recherche intéressante est une recherche sur les conditions qui rend les êtres intéressants. Mais pour en revenir à ce bricolage qui me reterritorialisait, puisqu'il est question ici de devenir, j'apprendrai plus tard à le nommer dans l'enquête qui me conduira chez les médiums et que nous aborderons dans la leçon de mercredi. C'est un devenir apprenti, en fait, que ce terrain qui m'arrivait et qui me fabriquait me désignait. Nommer, je le redis ici encore, proposer une désignation, ce n'est pas dire le vrai, mais conférer à ce qui est nommé le pouvoir de nous faire sentir et penser sur le mode qu'appelle le nom. Mais avant que cette nomination ne me désigne explicitement, il y a eu d'autres terrains, bien entendu, d'autres lieux d'apprentissage qui, à chaque fois, me soumettaient à l'épreuve de transformer le problème quand il était mal posé. Et généralement, ils sont souvent très mal posés quand on commence, ou difficilement posables en matière à penser et à savoir. Alors, je vais encore prendre, un bon 10 minutes, peut-être exposer encore juste un petit terrain, enfin, ce n'est pas un petit terrain, c'est un terrain immense pour moi qui était formidable. Et je ne passerai pas par tous les terrains, évidemment. Je vais juste parler d'un autre terrain à propos des animaux, mais qui a un renversement de perspective. Alors, j'ai essayé de construire un lien entre ce que je viens de faire et le terrain, et j'ai l'impression que ça ressemble, ce lien que je construis ressemble vraiment sans transition. Voilà. Alors, le lien que je vous avais construit, c'est de dire, vous savez, dans l'invention des sciences modernes, Stengel parle de Ström, Philippe Pignard parle de la joie, de l'énergie joyeuse de Ström. Vous voyez, tout ça se met bien. Donc, on parle d'énergie joyeuse de Ström, etc. Alors, ça ne tient pas très bien comme lien. Je m'en suis rendu compte ce matin. Il était un peu tard pour recommencer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand Isabelle évoque le travail de Ström, ce qui est pour moi très important aussi comme évocation, c'est qu'en fait, juste avant d'évoquer le travail de Ström, elle part de l'idée de cette variante particulière du grand partage qu'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme humain, c'est-à-dire toutes ces théories qui disent que les humains sont radicalement différents des animaux. Et elle va insister sur le fait que Ström va faire deux choses. La première, c'est que Ström ne va pas partir de l'idée de cette différence. Elle ne va pas partir de cette énorme différence. Pourquoi? Parce que cette différence, je vais le dire assez vite, est construite sur le fait que le babouin, d'une certaine manière, acquiert ses motifs en conformité avec l'identité à l'espèce. C'est-à-dire que le babouin est déterminé par des invariants spécifiques, par des instincts, c'est-à-dire par toute une forme de programme, si vous voulez. Et ça permet de créer évidemment des différences qui permettent l'exceptionnalisme humain. La deuxième chose qui me permet de faire un lien aussi, c'est que ce que Ström fait et qui mérite son commentaire, c'est que ce que Ström va faire, c'est ce que Isabelle appellera une quête de la pertinence, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte pour les babouins? Comment est-ce qu'ils fabriquent, comment est-ce qu'ils sont créateurs de questions? Donc ils ne sont pas du tout déterminés par une espèce de programme qui les rendrait sociaux ou les ferait entrer dans le social, mais qu'est-ce qui fait que les babouins vont fabriquer toutes sortes de questions et des réponses à ces questions
de comment on est sociaux, comment est-ce qu'on fabrique du social, comment est-ce qu'on vit en société. Et moi, ce qui m'avait vraiment interpellée dans cette histoire, c'était, j'avais traduit ça en reprenant des mots de Ström d'ailleurs, où elle disait que finalement, si son travail avait été si fécond, c'est parce qu'elle s'était efforcée de ne pas construire un savoir, et elle le dit elle-même, dans le dos des babouins. Elle avait essayé de vraiment savoir ce qui compte pour eux. Or, savoir ce qui compte pour eux, savoir ce qui les intéresse, savoir ce qui les mobilise, et qui ne soit pas des déterminismes, etc. Il y avait une chose que j'ai remarquée, moi, dans la littérature que je lisais, on est dans le milieu des années 2000, 2005, 2004, 2005, je lisais quantité de littérature sur les animaux, et je constatais, d'une certaine manière, que toute cette littérature à propos, je ne parle pas des éthologues, etc., je parle des gens, des philosophes, des anthropologues, des psychologues et des sociologues, qui essayaient encore d'élucider ce mystère insondable qu'est la différence entre l'humain et l'animal. Il faut dire entre l'humain et l'animal, parce qu'une fois qu'on dit entre les humains et les animaux, ça marche déjà beaucoup moins bien, parce que de quels humains vous parlez, de quels animaux vous parlez, là, ça commence déjà un petit peu à grincer. Mais la différence entre l'humain et l'animal. Et je remarquais, en pensant à ce que Ström avait fait, à quel point non seulement cette littérature n'a aucun intérêt, mais se fonde sur le désintérêt total, c'est-à-dire sur une méconnaissance, chez la plupart des auteurs, une méconnaissance totale à l'égard des animaux. Et parfois même à l'égard des humains d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre problème. Bref, un vide sidéral d'intérêt, la méconnaissance la plus éhontée la plupart du temps régnant en maître. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit, même Derrida l'a dit. Et j'étais extrêmement irritée de voir toute cette littérature. Et en réfléchissant, je m'étais dit, mais en fait, c'est facile de sortir de ce problème. Il suffit de dire aux éleveurs que c'est notre problème et de leur demander de nous aider. Donc, plutôt que d'aller leur demander, est-ce que vous pensez que les animaux travaillent, et s'entendre dire, ben non, les animaux ne travaillent pas, c'est les humains qui travaillent, ben, il fallait leur dire, voilà, on a entendu plein d'anecdotes qui... Et on ne peut pas poser cette question. Mais vous qui êtes éleveurs, vous, en tant qu'éleveurs, comment, à votre avis, on devrait apprendre à poser notre question pour avoir une chance qu'on nous aide à y répondre? Et je me suis dit, heureusement que je me suis rendu compte que la question de Jocelyne n'allait pas, parce que grâce à ça, je me suis dit, mais ma question, ça ne va pas non plus. Et donc, il fallait la formuler de cette manière-là. Dire, vous savez, il y a des philosophes, des psychologues, des anthropologues, etc., qui disent que la différence entre l'humain et l'animal et compagnie, vous, en tant qu'éleveur, on n'est pas sûr que c'est une bonne question, et vous, en tant qu'éleveur, si on devait quand même pouvoir la poser, ne fût-ce que pour opposer quelque chose à tous ces discours, comment est-ce que je devrais apprendre à la poser? Comment est-ce que vous la poseriez? Et là, je dois dire qu'on a donc fait un pari, transformer un obstacle en projet. Et donc, on allait leur demander, et en fait, ce qu'on leur demandait, c'était, on présentait ça de manière un peu stratégique, en disant, on fait une pré-enquête. C'est comme si c'était une pré-enquête. Et c'est vraiment intéressant parce que les éleveurs, d'une certaine manière, on espérait qu'ils allaient être intéressés par nos questions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi des éleveurs qui pouvaient être intéressés. Ceux que Jocelyne avait déjà vus auparavant, on a choisi parmi ceux-là ceux qui pourraient être intéressés. Et à eux, on a dit, vous savez ce qui nous intéresse, est-ce que vous connaissez des gens qui seraient intéressés de répondre, de nous aider? Et donc, on a réuni, non pas du tout un échantillonnage, mais un répertoire d'alliés dans une pré-enquête. Et personne n'était dupe. En fait, ils nous demandaient, vous êtes sûr que c'est vraiment une pré-enquête ce que vous faites? Parce que c'est peut-être bien votre enquête, là. Voilà. Je reviendrai sur la pratique de pré-enquête dans la 3e leçon. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de nous aider à construire notre problème. En fait, on s'adressait à eux, là où ils étaient tout à leur affaire, où ils seraient intéressés et intéressants, et de le faire en plus à partir du lieu où, paradoxalement, ils étaient les plus à même d'objecter, de dire non, votre question, vraiment, ça ne va pas être simple, hein, et en même temps, de nous proposer le maximum de bienveillance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont vu venir. D'abord, 1, vous êtes sûr que c'est une pré-enquête. 2, s'entendre dire, dites-vous à moi, vous n'êtes pas en train d'essayer de nous faire votre métier, et vous faites quoi, vous? Voilà, vous êtes sûr vraiment que c'est une pré-enquête? Et d'accepter notre réponse souvent sur le même mode de l'humour. Par exemple, on avait affaire beaucoup à des éleveurs
dont la caractéristique principale était qu'ils disaient qu'ils déléguaient le maximum de travail à leurs animaux. Donc nous, on préfère quand même d'en travailler le moins possible, donc on demande aux animaux de faire beaucoup. Ça aussi, ça nous permettait de poser évidemment nos questions. Alors je leur disais, j'ai appris, vous faites faire le maximum à vos animaux, moi je fais faire le maximum à mes enquêtés. Alors ça passait. Bref. Alors, objecter et nous aider, c'est la raison pour laquelle on s'adressait à eux, toujours en insistant très lourdement sur la question, vous en tant qu'éleveur, et de rappeler pendant tout l'entretien, et vous en tant qu'éleveur, vous en pensez quoi? Et nous avons constaté un processus récurrent qui a traversé la majorité de nos entretiens, c'est que d'abord les éleveurs n'ont cessé de délocaliser notre question, d'en modifier la portée, et quand ils avaient trouvé une formulation juste, à ce moment-là, ils y répondaient eux-mêmes. Donc on avait le beurre, l'argent du beurre et le sourire de l'éleveur. En d'autres termes, ils ont répondu à la question une fois qu'elle les a intéressés. Et la question de la différence, elle est devenue passionnante à partir de ce moment-là, parce qu'en fait, elle est devenue passionnante parce qu'elle est totalement inattendue pour nous. Pourquoi elle est inattendue? En fait, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout situé, comme on fait d'habitude, les humains au contraire des animaux, ils ont dit les animaux au contraire de nous. Par exemple, l'animal nous comprend mieux que nous ne le comprenons. Ça, c'est Manuel Calado Varela qui dit ça au Portugal. Les animaux savent ce que nous voulons, mais nous ne savons pas ce qu'ils veulent, eux. Ou des anecdotes soutiennent le contraste ainsi dressé. Quand j'ouvre les portes, les vaches savent que je veux les faire sortir, mais moi, je ne sais pas si elles vont vraiment sortir. Puis, elles nous connaissent vraiment mieux que ce que nous, on les connaît finalement. Et beaucoup vont insister sur le fait que les animaux nous comprennent de manière absolument incompréhensible pour nous. D'une certaine manière, la transformation de la question à laquelle ils ont travaillé a conduit les éleveurs à, d'une certaine manière, à privilégier le type de questions qui permettait d'aborder les compétences de leurs animaux. Et donc la différence avait changé de camp. Ce n'est pas nous qui sommes différents, ce sont eux. Mais derrière ce choix, on a vu se profiler une autre différence, et une différence qui importe. Celle entre les élevages où hommes et bêtes se parlent, se font des propositions, s'accordent et s'offrent des modes de subjectivité, et les élevages où ces relations sont rendues impossibles. Pour tous nos interlocuteurs, ce constat ressort, leurs animaux font attention à leur éleveur et sont d'excellents traducteurs d'intentions, et seulement là où les éleveurs font attention à leurs animaux et s'avèrent eux-mêmes de passablement bons traducteurs d'intentions. D'abord, et surtout parce qu'on ne cesse d'échanger dans ces élevages. Alors je vous cite par exemple Philippe Roucan qui nous raconte « C'est un peu comme un enfant qui on fait un cadeau chaque fois qu'on fait une visite ». Et le jour où on fait une visite sans cadeau, par exemple, nous, quand on va les voir, les vaches, sans les changer de près, ça ne leur va pas très bien. Elles vont gueuler. Mais moi, je leur dis, j'ai le nom de celle qui crie. Dans certains élevages, les animaux parlent, ils répondent, ils peuvent même riposter, ne fût-ce que pour juger du travail de leur éleveur, voire pour l'engueuler. Preuve en est, les vaches de Bruno Grendel savent qu'il y a des limites à ne pas dépasser, elles vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'elles. Et il y a un moment où elles vont nous expliquer que ça suffit. L'humour avec lequel Philippe Roucan parlait de j'ai le nom de celle qui crie, en fait dit quelque chose, c'est qu'on ne fait pas que parler dans les élevages. Quand on commence comme ça veut dire qu'on commence à papoter, ce qui est, je pense, la sphère la plus luxueuse du langage, c'est parler pour parler. Non pas parler pour ne rien dire, mais parler pour simplement fabriquer du lien. L'humour sanctionne d'une certaine manière et célèbre l'impertinence joyeuse finalement des catégories. Et puis il y a toute cette histoire, alors je ne vais pas vous la lire toute parce qu'elle va être trop longue, mais c'est une éleveuse qui nous raconte qu'ils étaient partis, puis ils sont rentrés le soir et qu'ils ont vu, il y a un des voisins qui est venu les voir en disant qu'il y avait probablement un problème avec les vaches parce que les vaches avaient appelé. Et elle dit, il y a 13 hectares, il y avait du brouillard, il faisait nuit, c'était terrible. Pour retrouver, il y avait visiblement quelque chose qui se passait qui n'allait pas bien, mais comment faire? Donc elle est partie avec sa torche. Et bien elle raconte que les vaches sont venues la chercher dans le champ. Et elle leur a dit, c'est Simba qui n'est pas avec vous. Où est-ce qu'elle est Simba? Est-ce que vous voulez me conduire à elle? Et les vaches l'ont conduite tout à fait de l'autre côté du champ pour aider, pour qu'elle aide Simba qui était en difficulté. Elle ne savait plus se lever. Et lorsque l'éleveuse, elle conclut, elle savait pourquoi je venais, toutes ces vaches qui sont venues la chercher. Et je pense qu'elle devait savoir, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour elle. Et donc, ce qu'on retrouve chez les éleveurs, c'est ce que moi j'appellerais ici une forme de perspectivisme, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de penser que leurs animaux leur attribuent des intentions. C'est le perspectivisme des éleveurs,
Et il ne s'agit pas seulement d'accorder des volontés, il s'agit de quantité des sentiments, des intentions, et même, je veux dire, et même créditer d'une certaine manière la possibilité que les animaux puissent parler en sachant qu'ils parlent aux éleveurs. Alors ça, de nouveau, évidemment, c'est de la joie. C'est de la joie d'abord des rencontres, parce que c'était des très belles rencontres, et surtout la joie de se voir déployer un véritable travail de la pensée. J'y reviendrai dans la leçon de mercredi, avec notamment l'exemple du réalisateur Pierre Perrault. Je remercie Marcos Mateos de m'avoir vraiment lancé sur une piste féconde. Mais je pense que ça a été possible d'abord d'une part, et ça c'est là où on retrouvera la question avec Pierre Perrault dans la leçon de mercredi sur les morts, c'est qu'on n'est pas venu avec des questions en fait. Et c'est ça qui est important. On est venu avec des problèmes. Et je pense que ça change tout dans une enquête. Le titre de cette conférence pourrait d'ailleurs laisser entendre, et je vais devoir vous faire un grave aveu maintenant, mais je crois que vous avez compris que je noie le poisson depuis le début, que je pourrais savoir quelque chose à propos des bonnes questions. En fait, non, j'ai appris qu'il y en avait des mauvaises, et je l'ai appris par leurs effets. Mais ce qui est d'une bonne question, je n'en ai aucune idée. Aucune idée, je vous le promets. Ne fût-ce que parce qu'aucune généralisation n'est pertinente. En revanche, je crois qu'enquêter sur le fait de partager des problèmes change la donne, et les familiers de John Dewey reconnaîtront sans doute ici quelque chose qui pourrait lui être redevable. Non pas que tout problème fasse bonne matière à enquête, ici encore pas de généralisation, et il n'y a aucun problème dont on pourrait prétendre a priori qu'il pourra intéresser. Pas plus qu'on pourra prétendre savoir à l'avance les raisons pour lesquelles le problème pourra intéresser, parce que parfois, ça n'a rien à voir avec les raisons qu'on s'imaginait créer ou construire pour intéresser les gens. D'abord, il faut construire les raisons, et en plus, même en les construisant, on a des surprises. Bref, le problème est bien plus à créer qu'à proposer, et je crois que cette création, en fait, quand j'ai relu les enquêtes, que je suis allée rechercher, en me disant, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose dans ces enquêtes que je n'avais pas capté. Et je pense que c'est en repensant à la notion de problème, en disant, ce n'est pas des questions, ce sont des problèmes. Et je me suis dit, mais en fait, ce fait de s'adresser aux éleveurs en tant qu'éleveurs, je me demande s'il n'y a pas eu un superbe malentendu prometteur dans cette histoire. Je veux dire un malentendu qui leur a permis à eux de faire des choses grâce à ce malentendu. Alors, je vais essayer d'expliquer ce malentendu, ça reste un peu brouillon. Je suis désolée, c'est work in progress. Quand on leur demandait, vous en tant qu'éleveur, pour moi, c'était construire le problème avec nous dans un dispositif de pré-enquête, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que c'était une façon de les habiliter, de les mettre tout à leur affaire, de dire c'est une pré-enquête, donc on est co-enquêteur. Or, je me suis rendu compte que ce en tant qu'éleveur, il n'a peut-être pas été entendu comme ça. Qu'il y a quelques indices dans les entretiens, dans ce qui se dit dans les entretiens, qui fait que ce n'est pas ça. Oui, il y a peut-être eu ça, mais ce n'est peut-être pas ça le plus important. Ça, c'était le plus important pour moi. Ce en tant qu'éleveur a été traduit non pas en termes de savoir dont ils seraient les experts, mais en termes de ce à quoi oblige la manière dont ils conçoivent leur métier. Car élever, pour eux, ce n'est pas un mot creux. C'est faire grandir et rendre heureux, même si la mort est au bout de l'histoire et qu'elle rend les choses parfois paradoxales ou difficiles. Ce rappel constant, vous, en tant qu'éleveur, a été traduit, je pense, et reçu par les éleveurs comme un rappel de ce qu'ils sont, une reconnaissance de ce qu'ils sont, ou la possibilité de parler au nom de ce qu'ils sont et de ce qui leur importe. Car le terme éleveur est un terme dont ils disent et répètent qu'il désigne une pratique particulière, une pratique qui répond à des obligations, une pratique qui engage, une pratique qui en même temps crée des différences. En fait, les personnes que nous avons interrogées ont souvent précisé que cette différence, en insistant sur le fait que les différences entre les manières d'élever étaient pour eux, donc à ma question de la différence entre les hommes et les animaux, que je leur demandais de m'aider à poser, ce qu'ils me disaient, c'est les manières d'élever font différence. C'est pour beaucoup plus important d'interroger les manières d'élever que la comparaison elle-même des hommes et des animaux. Ainsi, André Louvigny, qui conteste la généralité en tant qu'éleveur, et ce qu'il me dit, même au sein des éleveurs, il y a des éleveurs qui sont doux, compétents dans leur rapport avec les animaux, et il y a des brutes, des imbéciles. Déjà, donc, il y a un monde, il y a des gens qui n'ont aucun sentiment pour leurs animaux, et il y a des gens qui les soignent bien. Il y en a d'autres, ça n'accroche pas bien. Ou encore Patrick André, qui propose de subordonner la question de la différence à celle des attentes. Moi, je pense qu'un biais pour aborder la question de la différence, c'est justement de poser la question, mais qu'est-ce qu'on attend des animaux ?
Et est-ce que la fenêtre est suffisamment large pour essayer de palper la différence entre les hommes et les animaux? Palper la différence. Dans quel monde on commence à se situer? C'est vraiment intéressant. Et il reprendra plus loin dans l'entretien. Je ne suis pas sûre qu'un agriculteur qui est en agriculture industrielle attend des animaux ce qu'on attend un paysan qui a une approche différente, dans le sens où il considère qu'il doit être en harmonie avec la nature, alors que le précédent doit plutôt adapter la nature à lui. En fait, la question des attentes ici a une toute autre portée, une bien autre portée que celle des psychologues qui ont peur d'être dupés. Ici, c'est une mise en rapport active qui rend capable et qui convoque des puissances, tout en sachant, et c'est là où Patrick André hésite, que ces attentes sont conditions nécessaires, mais sans doute non suffisantes, et que cette question, dont la réponse doit se palper, affaire de toucher et de doigté, de tact, d'approche prudente et sensorielle, demande, il parle d'une fenêtre, d'un cadre large ouvert. Et Philippe Roucan aboutit à un contraste similaire, et c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille, en fait, c'est la manière dont il l'a formulé. Je n'avais pas fait attention à ça, et en fait, il ne me parle plus à ce moment-là. Il parle à Jocelyne. Et il dit à Jocelyne, « Moi, j'appelle éleveur, tu es bien d'accord, pour nous, on est des éleveurs. Le type d'élevage qu'on mène, c'est-à-dire un type d'élevage qu'on va appeler famille, qui conduit d'une façon non extensive comme nous, avec un nombre limité d'animaux. Enfin, je pense que l'éleveur n'est pas le même s'il a 100 animaux ou s'il en a 10 000, parce qu'à mon idée, il n'aura pas la même perception de l'animal. Tu es bien d'accord, pour nous, on est des éleveurs. » C'est à Jocelyne qu'il parle. Nous pensions donc, je pensais, moi, offrir une posture d'expert en savoir à propos des animaux. Or, ce qui a été accueilli, je le pense maintenant, et donc traduit, ce n'est pas un nous de savoir créant un intérêt commun, même si j'ai pu moi-même le penser et pouvoir le construire. Et c'est ainsi que je comprends l'adresse à Jocelyne. L'important pour les éleveurs n'est pas de bien savoir, c'est de bien élever. Et c'est une différence qui compte, c'est-à-dire une différence qui fait différence. Voilà donc de quoi ces animaux pouvaient témoigner et de ces différences qui font différence. Voilà pourquoi ce sont des intentions, des attentes, des perspectives, ou encore, je vais reprendre un terme de Latour, des échanges de propriétés qui ont été privilégiés dans la manière dont les éleveurs nous ont répondu et dont ils ont travaillé nos questions. Ils traduisent non pas ce que sont les vaches et les cochons, ni ce que les éleveurs savent de leur répertoire, ils indiquent ce dont les animaux sont rendus capables, ce dont ils rendent les humains capables, ou leurs humains capables, dans des pratiques par lesquelles les éleveurs peuvent être fiers de se définir, faire venir à l'existence des animaux qui nourrissent des humains de multiples façons. Et j'insisterai et vous demanderai d'entendre ces multiples façons, en ce compris celle qui présidait au choix de notre enquête, nourrir la diversité des manières d'être des animaux et des humains qui les élèvent. Ce seront mes tout derniers mots, rassurez-vous, nourrir la diversité des manières d'être, c'est-à-dire diagnostiquer ce dont ces êtres se rendent mutuellement capables et faire de ces diagnostics autant d'appâts. N'est-ce pas finalement ce qui fait la joie profonde des enquêtes? Merci. Merci. Merci infiniment, Vinciane. On a un petit peu de temps pour des questions, mais avant, je me rends compte qu'on n'a pas... Ah ben voilà, on a affiché les différentes séances, donc on aura beaucoup de temps pour les discussions lors de ces séances. La première est demain, enquêter sur les animaux artistes. Une autre, mercredi, être poli avec les morts et ceux qui s'en chargent. On aura aussi un séminaire avec les étudiants de master d'histoire, c'est un séminaire plus fermé. Mais donc il y aura beaucoup de temps pour les discussions. On peut prendre 2-3 questions par rapport à la conférence. Est-ce qu'il y a des questions ? Je m'écarte de plus en plus pour mieux voir. Il n'y a pas de questions ?
Des remarques? Des objections? Des critiques radicales? Des destructions en règle? Des règlements de compte? Des règlements de compte? Des règlements de compte? Alors, tout indique une question un peu discrète de ce côté-là. Voilà, parfait. Oui, merci. Bon, j'ai essayé, hein, et j'ose. Bon, j'ai retenu la dernière phrase, ou l'une des dernières phrases, nourrir la diversité de manière d'être. Et je me dis, je vais essayer de poser une question. Ce que propose Edgar Morin, est-ce que vous savez faire dans sa méthode de complexité? Est-ce que vous savez établir quelques parallèles? Voilà. Je ne sais pas s'il y a un rapprochement ou ça n'a rien à voir du tout. Merci. Je dois avouer que ça me serait difficile, pas du tout par manque d'intérêt à l'égard d'Edgar Morin, je l'avais lu en son temps, mais j'ai jamais pensé en effet à faire ce parallèle, voilà, et donc je ne peux pas le construire comme ça de manière improvisée. Oui, je suis désolée, je ne peux pas aller plus loin. Et c'est tellement généreux de votre part d'avoir posé cette question qui me donnait une voix royale en plus pour répondre et pour dire encore un peu plus de choses. Mais je n'arrive pas à faire le parallélisme. Mais je suis sûre qu'il y en a à faire, parce que c'est vrai que je me souviens je pense que c'est de les rencontres de Royaumont où il avait justement posé ces questions-là. Ma mémoire me fait totalement défaut ici. Alors pourquoi est-ce qu'elle me fait défaut? Pourquoi est-ce que, tiens, je parviens à me souvenir peut-être parce que je ne l'ai pas mis au travail et que pour moi mémoriser et que ça marche, je dois vraiment mettre les choses au travail. Je veux dire, si j'ai tellement parlé d'Isabelle aujourd'hui, c'est parce que en fait c'était pour moi quand je dis le terrain m'est arrivé, quand elle me dit le terrain m'est arrivé, c'était vraiment la rencontre de l'invention des sciences modernes, d'une certaine manière, a permis que le fait que ce terrain soit arrivé, que je puisse lui faire confiance, autrement, sans avoir quelqu'un qui m'aidait à penser ce qui m'était arrivé, parce que c'est ça, c'est ce qui m'était arrivé, devait être pensé. Et donc, pour moi, ça a fait événement. Et donc, j'ai bossé sur ce bouquin, parce que c'est pas évident de lire Isabelle comme ça d'un seul coup. Enfin, l'invention des sciences modernes, c'est encore une croisière par rapport à Cosmopolitique, hein, je vous assure. Là, hein. Et puis il y en a d'autres qui sont plus abordables, mais ça vous met au travail, ça veut dire que vous devez bosser. Et le fait de bosser, ça m'a permis en effet de dire, tiens, ça je prends, je m'approprie, parce que je sens que ça résonne chez moi. Et peut-être qu'avec Edgar Morin, il arrivait peut-être un peu tard pour moi, il ne faisait plus que confirmer la confiance que j'avais dans ce que je faisais, localement. Parce que quand je parle de confiance de ce que je faisais, c'est la confiance, à un moment donné, qui advient, qui fait que je peux continuer à faire ce que je fais, mais elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais merci. Moi, je voulais juste parler de Lacan, en fait, et lui, la différence qu'il fait entre l'animal et l'humain, c'est le langage, avec les théories de Saussure, donc le signifiant, le signifié, que donc l'animal ne répond que par des signes et pas avec la mortification de la chose. Donc voilà, c'était juste une réflexion. Et alors la deuxième, une phrase de Lacan. Pas avec la mortification? Avec l'humain, le langage, c'est la mortification de la chose. Donc on est obligé de passer par le symbolique. Et donc il y a la différence entre le signifiant et le signifié, alors que l'animal, il ne répond qu'à des signes, à une programmation, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas grand bien. Oui, j'imagine. J'ai bien compris. Et alors, juste une phrase de Lacan que j'aime aussi beaucoup, c'est à propos de la question, on ne se pose jamais des questions que là où on a la réponse. Voilà. Pas beaucoup non plus. Mais je suis désolée parce qu'on a l'impression que je fais l'enfant gâté ici. Je vais dire, moi je pense par exemple,
Thibaut de Meyer, s'il n'est pas parti, par exemple, m'a montré à quel point Lacan avait permis de faire comprendre des choses, notamment en déplaçant la question de la reconnaissance de soi par les animaux. Là, je trouve qu'il y a des choses vraiment passionnantes. Il ne cherche pas vraiment la différence, il essaye de la déplacer et de la faire jouer. Enfin, je ne peux pas me souvenir, mais je trouvais que c'était vraiment... Juste sur ce passage de Lacan, c'est la façon dont il considère l'expérience du miroir comme une expérience non pas d'humain, mais de quelque chose déjà de fondamentalement différent. Mais après, il a par exemple très mal lu les travaux de Köhler que tu citais au début, où il reprend les descriptions de Köhler pour lui faire dire l'inverse de ce que Köhler en faisait. Donc même là, il y a des... Mais enfin, par exemple, c'est vrai que maintenant tu viens de me rappeler, voilà, là, il a été intéressant, cette pensée que ce qu'on reconnaît dans le miroir, c'est un être différent, puisque c'est pas... Voilà, là, il m'intéresse. J'avais aimé le Lacan qui, par exemple, analysait le banquet de Platon et qui pose la question avec Kojève du hockey. C'est là où je serais moins à jouer les enfants gâtés, capricieux, etc. Mais la question de la différence telle qu'elle est abordée dans ces trucs comme ça me paraît tellement peu riche, ça me paraît tellement affaiblir. Et les humains qu'on me présente comme ça, ils me sont tellement peu sympathiques en plus. Non, moi j'ai besoin d'un monde où il y a des humains auxquels je peux avoir confiance et des animaux qui ne sont pas tout le temps rabaissés. J'ai besoin de ce monde-là. Et donc Lacan, à cet égard-là, me rend triste. Et les passions tristes ne sont pas... Enfin, vous avez compris. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est une passion triste, en fait, mais enfin, voilà, je me disais, il y a comme une sorte de paradoxe, enfin, ou en tout cas comment je reçois, en fait, où l'espace de la joie, en fait, qui apparaît, en fait, quoi, dans l'enquête et dans l'observation et dans la reconnaissance aussi, quoi, de ces manières de faire monde. Moi, du coup, ça suscite, ça suscite en fait, à contrario, quoi, une forme de tristesse. C'est-à-dire, en fait, quoi, c'est comment régler affectivement, en fait, ce monde qu'on aurait manqué. Comment régler... Excusez-moi. Mais ce monde qu'on aurait manqué, en fait, quoi, oui, de cette intelligence, en fait, que peuvent représenter les animaux, et au-delà même des animaux, en fait, de ce qu'est la vie qu'on peut retrouver en nature, en fait, quoi, qui pourrait nous amener, en fait, à penser autrement, en fait, et que on se retrouve, en fait, finalement, ce serait presque un constat d'échec de ce qu'on aurait manqué, en fait, aussi longtemps, et dont ils peut-être ne nous sont pas comptables, eux, peut-être, mais nous, en tout cas, on peut avoir ce regard-là, quoi. On peut le prendre comme ça. Et en fait, moi, j'ai décidé de prendre l'autre voie. Et l'autre voie, c'est de dire, tiens, et quels sont ceux qui n'ont pas manqué? Et en restant dans ma propre tradition. J'ai pas d'exotisme, pas dire les Amérindiens, etc., etc. C'est le travail des anthropologues, d'aller chercher ailleurs. Et moi, c'est dans ma propre tradition, tiens, quels sont ceux dont je peux dire, tiens, à eux, ils ont... Et est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est purement spéculatif ça, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un peu comme, vous savez, là, comme, je ne sais pas expliquer, la flamme olympique, il faut la garder allumée. Je veux dire, vous savez, si un feu s'éteint, ben comment on le rallume si vous n'avez pas d'allumette, etc. Ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce que je peux imaginer que ces gens, en gardant la possibilité de l'enthousiasme, de l'émerveillement, de poser des questions qui n'affaiblissent pas leurs animaux ou leurs champignons, etc. Comment est-ce que d'une certaine manière, ils ont permis que quelque chose continue, vous voyez, qui pouvait, c'est pour ça que je parlais de flamme olympique, c'est un peu idiot, mais quelque chose qui continue et qui pouvait être relayé. Éveiller la passion d'un étudiant ou d'un collègue, enfin, bref. Donc, moi, je vois ça, par exemple, quand j'ai fait l'histoire du territoire chez les oiseaux,
je vois qu'il y a des trucs comme ça qui se passent, qu'il y a des idées qui émergent et elles ne sont pas acceptées, mais elles ont été dites et quelqu'un plus tard va les reprendre. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de chercher, d'une certaine manière, comment des choses, à un moment donné, vont émerger, vont faire relais, et qu'elles vont permettre de continuer et faire que on soit un tout petit peu moins bête à l'égard des animaux, en passant de la notion de progrès. Voilà. Je voulais vous demander quelle place vous voudriez garder dans les sciences et dans le savoir pour la joie maligne, si cette joie maligne doit encore avoir une place que vous avez qualifiée de joie maligne. Et je me permets de poser cette question-là pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une question que je me pose fréquemment, donc quelle attitude prendre si on ne prend pas celle-là comme scientifique. Et puis, deuxièmement, parce que je viens d'entendre votre réponse sur Lacan. Alors, Lacan peut prendre pour son grade, évidemment, mais est-ce qu'il n'y avait pas une pointe de joie maligne dans cette réponse-là aussi? Oh, une pointe. C'était un euphémisme volontaire. Mais donc, quelle place pour nos constructions de savoir à la joie maligne? Est-ce qu'on la garde? On essaye de l'éliminer totalement? Je ne sais pas ça, si ce qu'on doit faire de la joie maligne. En tout cas, moi, j'essaye de m'en immuniser, à la fois parce qu'elle peut m'attaquer et me faire ressentir des passions tristes, je vais dire de rage, d'amertume, de ressentiment, de comment est-ce que j'ai encore pu me faire avoir comme ça. Mais je ne suis pas pour l'élimination. Hein. Voilà. Le mot élimination me fait toujours un peu... C'est plutôt comment on parce qu'ici, c'est des réponses de comment on civilise. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette joie maligne? Voilà, voilà, c'est quoi cette joie maligne? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de... Qu'est-ce qui fait que les gens se présentent comme ça et trouvent bon de s'adresser aux autres comme ça? Je ne parle pas de psychologie ici, mais est-ce qu'il y a d'autres propositions à faire? Et je n'ai pas compris le mot de votre première question. Je suis désolée, ça résonne. Vous aviez, avant de parler de Lacan, vous aviez posé une question et je ne l'ai pas comprise à cause de l'audition. Non, c'était une seule question et effectivement, je pense que vous y avez répondu. Je vous remercie. Prochaine journée. Voilà. Merci.